4e cours pour lequel nous allons nous intéresser à la méthode donc, de Galerkin discontinue. Avant, donc, je vais rappeler rapidement ce que nous avons fait lors des précédentes les précédents cours. On a donc dérivé les équations de Saint-Venant en intégrant les conditions limites pour pouvoir faire le couplage dans les deux sens avec un milieu poreux. On a également donné quelques éléments de dérivation de l'équation de Richard et la loi de Darcy qui permet d'obtenir donc ces équations-là par une approche upscaling par la méthode de volume, de moyennisation, de Rêve. Et enfin, on a donné donc quelques lois hydrauliques, propriétés hydrauliques ou les fermetures nécessaires pour avoir une équation de Richard bien posée. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode de Galerkin discontinue. Donc nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Et donc ça, c'est un cours à faire en un lien avec celui de Martin Parisot, qui vous a présenté la méthode des éléments des volumes finis. Alors lorsqu'on parle de méthode numérique pour la résolution d'équations dérivées partielles, on distingue globalement 4 grandes classes. Donc on a la méthode des différences finies, la méthode des éléments finis, la méthode des volumes finis et la méthode de Galerkin discontinue. Donc la méthode des différences finies consiste à approcher l'inconnu au nœud du maillage par l'utilisation intensive de développement de Taylor. Donc l'implémentation est généralement très facile et d'autant plus facile pour des géométries qui sont régulières. Par exemple, quand je fais un maillage en 2D avec des carrés ou des rectangles, c'est très facile à mettre en œuvre. Donc c'est des méthodes numériques qu'on met facilement en place pour des équations qui dépendent du temps ou pas, comme l'équation de la chaleur par exemple. Ensuite, on a donc la méthode des éléments finis. Donc la méthode des éléments finis, l'idée c'est de passer par une formulation variationnelle, par une formulation mécanique. Et à ce propos, c'est une méthode numérique qui est beaucoup utilisée pour la mécanique du solide, mais également en domaine fluide. Donc la méthode des éléments finis, ce sont des méthodes qui sont relativement simples à mettre en place, certes un peu plus compliquées que la méthode des différences finies, mais ça s'implémente assez facilement. Ensuite, on a donc la méthode des volumes finis, qui consiste à chercher l'inconnu U sur un maillage, sous forme d'une moyenne. Donc c'est des méthodes qui sont largement utilisées donc, pour la CFD. Et c'est des méthodes numériques qui s'adaptent très bien aux lois de conservation pour les propriétés de stabilité. Et ensuite, nous avons donc la méthode de Galerkin discontinue, qui est donc relativement récente, qui elle va utiliser une approximation par maillage, par maille, une reconstruction, enfin on va approcher la solution U par un polynôme, où sur chaque cellule on va définir une base de polynôme, où on n'a pas nécessairement continuité de la fonction, de la solution qu'on cherche d'un élément à un autre, contrairement à la méthode des éléments finis. La méthode Galerkin discontinue, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle permet de préserver localement les lois de conservation en un équilibre. Donc ça reprend un petit peu les idées des volumes finis. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est que dans les cours précédents, c'est que la méthode Galerkin discontinue, c'est vraiment une méthode qui prend en compte les avantages des éléments finis et les avantages des volumes finis, et qui permet d'obtenir des méthodes qui sont relativement robustes. Alors donc ici je vous ai mis un transparent sur la méthode des éléments finis en donnant donc l'approche mathématique, en gros comment je vais approcher la solution U. Donc ici je vais approcher la solution U par des polynômes. Je donne les avantages et les inconvénients, donc ça je vous laisserai le temps de reprendre donc ces 3 fiches qui suivent, de manière à pouvoir faire le lien. De même pour la méthode des volumes finis et pour la méthode de Galerkin discontinue. Donc, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la méthode de Galerkin discontinue, c'est vraiment une méthode qui est donc idéale pour des problèmes qui nécessitent une approximation d'ordre élevé, avec une stricte locale conservation donc des quantités d'intérêt, mais dont l'inconvénient majeur, c'est le coût de calcul. On ne peut pas tout avoir.
La méthode des éléments finis, c'est une méthode qui est donc très facile à mettre en œuvre, mais par contre qui va demander à stabiliser les équations hyperboliques parce que ça marche très mal. Il faut généralement rajouter de la viscosité supplémentaire. Donc qui dit viscosité dit alourdir aussi le coût de la méthode numérique. Mais l'avantage des éléments finis, c'est qu'on peut monter facilement en ordre, alors que les méthodes des volumes finis, la montée en ordre, voire deux, c'est déjà une vraie prouesse technique, mais il n'empêche qu'elle a des propriétés qui sont super pour les équations de conservation et pour la fuite dynamique. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des codes industriels qui sont utilisés sont basés sur la méthode des éléments finis dès qu'il s'agit de la CFD. En gros, donc par rapport à ces méthodes, donc là les méthodes de différence finie, j'en parle pas. Les méthodes de différence finie, c'est vraiment les méthodes qui passent partout, mais qui sont limitées un peu partout. C'est un petit peu l'idée qu'il faut en avoir. Ces méthodes qui sont très faciles à implémenter, néanmoins. En gros, donc les trois classes de méthodes que moi je vais considérer, ça va, la manière dont je vais utiliser telle méthode ou telle méthode va dépendre de la nature des EDP. Sachant que aujourd'hui, donc les méthodes de Galerkin discontinues, comme elles reprennent vraiment les avantages des éléments finis et des volumes finis, donc j'ai une tendance, donc moi personnellement, à m'orienter vers du Galerkin discontinu, du fait qu'on a des propriétés qui vont très bien pour les lois de conservation, du fait qu'on peut très facilement discrétiser des équations elliptiques paraboliques, etc., etc., voire même en fait dispersives avec des termes d'ordre supérieur. Euh, voilà. Donc après ça c'est vraiment quelque chose avec l'expérience qui fait qu'on est plus en propice à utiliser telle ou telle méthode. Alors donc cette lecture, ce troisième cours, donc je vais l'axer autour de la discrétisation, donc par une méthode Galerkin discontinue pour une loi de conservation scalaire. Je vais le faire dans le cas scalaire. La généralisation au cas multi-D se fait, bien que plus technique que ce que je vais présenter ici, bien évidemment. Donc pour ce faire, je vais faire un petit rappel très rapide sur la discrétisation en temps. Donc je vais pas aller très loin, je vais surtout m'arrêter en fait à du Runge-Kutta d'ordre 1, c'est-à-dire la méthode de l'air explicite. Euh, et je présenterai quand même très rapidement l'intérêt de monter en ordre dans ce genre de méthode. Et ensuite je présenterai donc la formulation donc semi-discrète sur une équation de transport, enfin une équation de transport, une loi de conservation scalaire 1D. Et je vous donnerai quelques propriétés mathématiques de stabilité qui permettent d'avoir des méthodes numériques qui finalement fonctionnent très bien numériquement, mais qui ont également un cadre théorique pour lequel on sait monter et démontrer un certain nombre de choses. Alors la discrétisation en temps, il existe donc différentes méthodes. Donc on a Adam Bashford, on a Runge-Kutta et on en a plein d'autres. Donc moi je vais faire un focus pour les méthodes Runge-Kutta pour la simple et bonne raison, c'est que quand on a des équations qui sont donc fortement non linéaires et d'ordre élevé, on a une classe de méthodes, donc les méthodes RK, Runge-Kutta, qui permettent d'avoir des méthodes qui sont relativement robustes. Donc c'est en gros une combinaison convexe de la méthode de l'air explicite que tout le monde connaît, j'imagine. On a donc des propriétés de stabilité qui sont donc fortes dans beaucoup de semi-normes, donc dans la variation totale de la semi-norme, la norme du max, au niveau de l'entropie aussi. Donc l'entropie, normalement, ça vous avez dû voir dans un cours préliminaire. Et la conséquence, c'est qu'en général, si on sait montrer les choses pour la méthode Euler explicite, on arrive à en déduire assez facilement des propriétés de stabilité pour les méthodes d'ordre élevé. Ok, donc la méthode la plus classique, on va dire, dans les méthodes RK, c'est la méthode RK3, pardon, pour résoudre donc une équation différentielle sous cette forme-là. UT, donc c'est la dérivée de U par rapport à la variable temps, et L de UT, c'est un opérateur pour lequel on a déjà fait une discrétisation spatiale. Donc par exemple la méthode des éléments finis, ou bien la méthode des volumes finis, ou éléments finis, ou bien la méthode DJ. Cet opérateur L, lui, n'est pas forcément linéaire, mais après c'est une méthode qui est donc explicite. Donc c'est une combinaison convexe, donc on va calculer U au pas de temps intermédiaire. Donc on va calculer la solution
On veut calculer la solution U à l'instant n plus 1. UN plus 1, ça va être une approximation de la solution exacte du problème U à l'instant Tn plus 1, où Tn c'est une subdivision de l'intervalle d'étude en temps, donc 0t. Ici on a choisi par simplicité Tn égale à n fois delta t, où delta t c'est le pas de temps, delta t étant strictement positif. Donc on va donc définir différents pas de temps intermédiaires, donc le 1, le 2 et ensuite le n plus 1. Donc on va calculer U1 en fonction de UN, ça c'est la donnée, plus delta t fois L de UNTN, donc ça c'est l'étape de Euler explicite. Puis ensuite on va construire U2 comme suit, puis ensuite on va pouvoir construire UN plus 1 en fonction de UN et de U2. Donc ça c'est la méthode RK3, donc il y en a plein d'autres, il y a les méthodes RK avec l'indice que vous voulez, donc il y a des tables et pas mal de littérature à ce sujet-là. Alors, au niveau de ce type de méthode, plus on va monter en ordre, je vais prendre cet exemple-là. Donc, si on considère l'équation UT plus F de UX, donc une loi de conservation scalaire, donc on sait que le pas de temps, pour avoir des propriétés de stabilité, est fonction du max de la valeur absolue de F' de U. F' de U, c'est rien d'autre que la vitesse de propagation. Plus les informations vont se propager vite, et plus le pas de temps doit être petit. Et plus la méthode en temps d'intégration en temps est d'ordre, et plus en fait on aura une restriction sur le pas de temps. Donc pour la stabilité de nos méthodes numériques, l'intégration en temps, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est donc très important, puisque si vous avez un schéma numérique qui est instable, la solution que vous obtenez, elle risque d'exploser ou complètement erronée. Donc c'est pourquoi le choix de la méthode numérique en temps, le choix de la manière dont on définit le pas de temps, donc c'est-à-dire le delta t, la restriction sur les méthodes explicites, est très important. Donc si on avait fait des méthodes implicites, on aurait eu partiellement un souci similaire, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la méthode implicite, bien que on peut choisir delta t en théorie aussi grand qu'on veut, puisque les méthodes implicites sont inconditionnellement stables, il s'avère que lorsqu'on traite des équations de dérivées partielles non linéaires, donc la résolution, l'application d'une méthode numérique d'intégration en temps implicite nécessite la résolution d'un zéro. Donc on va faire une méthode de point fixe. Et la méthode de point fixe, elle va avoir des conditions, dans le cas où on a des équations qui sont fortement non linéaires, des conditions de restriction sur le pas de temps delta t. Bien que le delta t qu'on a en général dans les problèmes non linéaires implicites est moins restrictif que celle des méthodes explicites. Donc finalement tout ça pour dire que dans la nature, dans la vraie nature, quand on a des problèmes qui sont donc fortement non linéaires, qu'on fasse de l'explicite ou de l'implicite, la manière dont il faut choisir delta t est vraiment très très important. Alors comment ça marche DJ? Alors tout d'abord, donc voilà le problème qu'on va considérer. Donc ce problème-là, celui que je vous donne, c'est celui que je vais vous demander de retranscrire. Donc vous allez faire un premier TP. Donc moi je vais vous donner un code numérique qui est écrit en MATLAB. Je vais vous demander de le reprendre et de le transformer en Python et de le faire tourner. Ça va vous permettre de vous familiariser avec la méthode et ensuite vous serez en mesure de l'appliquer pour des problèmes numériques similaires où on pourra rajouter par exemple un terme source, modifier les conditions limites, etc. Alors le problème que je vais appeler problème joué, je l'ai appelé PB1, c'est une loi de conservation où on cherche U solution de cette équation donc non linéaire. La non-linéarité vient du flux ici F de U, que je prendrai très vite, en tout cas dans l'application, comme étant le flux de Burgers, c'est-à-dire U2 sur 2. On va donc résoudre cette équation sur l'intervalle 0, 1. On va donner comme donnée initiale U indice 0 de X. Et on va imposer des conditions limites en x égale à 0 et en x égale à 1. Alors tout comme dans méthode numérique, donc résoudre cette équation, ça veut dire trouver une solution U de ce problème-là. Trouver une solution U de ce problème-là, ça veut dire trouver une fonction U pour tout x dans l'intervalle 0,1. On a une infinité de points. Cette infinité de points, impossible de stocker dans une machine. On commence par faire une subdivision. Donc on va considérer un maillage. Donc ici, je considère une subdivision éventuellement non uniforme. Je vais noter donc x0 égale à 0
x1 qui sera égal à x0 plus 1 h0 et ainsi de suite jusqu'à xn plus 1 égale à 1. Et je vais définir la maille i indice i, celle qui sera constituée du nœud xi et du xi plus 1. Donc ça définit cet intervalle-là. Je vais noter donc hi, la taille de la maille ii, et je vais noter h comme étant le max des hi, sur tous les i pour y compris entre 0 et n. Où n c'est un entier naturel que l'utilisateur choisit. On va également supposer que le maillage ici est régulier, c'est-à-dire qu'on peut trouver une constante C positive telle que hi est supérieur ou égal à C fois h. Ensuite, sur chaque maille ii, on va donc définir cet espace d'éléments finis que je vais noter V indice h, k. C'est donc l'ensemble des fonctions V telles que la restriction de V sur la maille ii est un polynôme de degré inférieur ou égal à k. Et ça pour i compris entre 0 et grand N. Alors donc du coup, l'objectif, comme on fait dans les éléments finis, on multiplie cette équation-là par une fonction test V et on intègre par partie. Donc là on fait exactement la même chose. Donc je vais noter, alors UH du coup, je vais introduire UH. Donc UHT, ça va être justement la représentation de la solution de mon problème PB1 dans l'espace VHK. Je multiplie par une fonction test VH qui appartient à l'espace VHK. Et j'intègre par partie du coup ce terme-là. Donc ce terme-là en l'intégrant, en multipliant, donc ça c'est le terme en temps, celui-là il ne change pas. On va avoir la dérivée de U par rapport à T de UH fois VH, intégré sur la maille II. Et là le terme F de UX fois VH, bah, du coup quand je fais mon intégration par partie, il va me faire intervenir ce terme-là. Donc ça va être mon terme de flux sur la maille II, plus des termes de bord. Alors ces termes de bord, si on les observe attentivement, eh ben, ils vont me faire apparaître le flux sur l'extrémité droite de ma maille II, donc en xi plus 1, moins le enfin multiplié par cette fonction VH, moins le flux sur l'extrémité gauche de l'intervalle I. En gros, ça c'est ce qui va sortir de ma maille et ça c'est ce qui va entrer dans ma maille. Et donc c'est là qu'on rentre dans un contexte, dans un formulisme où on parle de volume fini. Alors pourquoi ça, je vais y revenir assez rapidement. Donc la fonction VH, ici elle est définie en xi plus 1 moins, c'est-à-dire qu'on va être à gauche du point xi plus 1, donc on va être dans la maille II. Et là on est en xi plus, on va prendre ce qu'il y a donc juste à droite de l'intervalle. Donc la fonction VH, j'avais dû le noter quelque part, voilà. VH de xi plus ou moins, c'est rien d'autre que la limite de VH en xi plus ou moins epsilon lorsque epsilon tend vers 0 plus ou moins. Donc les F chapeaux et les F chapeaux, ça va être mes flux numériques, exactement comme en volume fini. C'est ce qui est écrit ici. Et donc ces flux-là, ils vont être définis à partir d'un certain F chapeau qui va dépendre d'un état gauche et d'un état droit de part et d'autre du point xi. D'accord? Xi moins, xi plus. Alors pourquoi on fait cette distinction? Parce que la base qu'on considère ici, par nature, permet des sauts à chaque interface de chaque cellule. Ce que ne permet pas les éléments finis. Et ces sauts autorisés, on a également le même cas de figure quand on fait des volumes finis. Dans la volume finie, c'est des méthodes qui sont spécialement conçues pour des solutions qui peuvent être discontinues. Et il s'avère qu'ici aussi c'est le cas. Elles autorisent en fait la solution à avoir des sauts. Et en particulier, donc je vous ai dit que VH, donc VHK, c'était donc l'ensemble des fonctions V telles que la restriction de V sur la maille II est un polynôme de degré inférieur ou égal à K. Donc si on prend K égale 0, donc on prend les constantes, alors VH, c'est un polynôme de degré 0, donc sa dérivée par rapport à X, elle est nulle, et bien ce terme-là et ce terme-là, c'est rien d'autre qu'un schéma numérique, volume fini, d'ordre 1.
Donc vous aurez compris l'idée. Monter en ordre avec ce type de méthode, ça reviendra à changer l'indice d'approximation. Donc on va pouvoir monter très facilement en ordre, et ça on le verra ultérieurement quand je vous présenterai le code. Revenons au flux. Donc le flux, c'est ce qu'on appelle le flux numérique, je rappelle. Donc ça, j'imagine que mon collègue Martin vous en a parlé. Donc on va demander à ce que ce flux soit consistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'état gauche égal à l'état droit, alors que j'évalue la fonction f chapeau en UU, et ben ça me donne exactement le flux de mon équation continue. Je vais demander à ce que la fonction que la f chapeau soit continue, ou du moins on va lui demander à ce qu'elle soit Lipschitz, continue Lipschitz par rapport à ces deux arguments, et on va demander une propriété de monotonicité. Et un des exemples classiques qu'on n'utilise jamais, du moins, oui, qu'on évite d'utiliser quand on fait des volumes finis, c'est le flux de l'axe Friedrich. Pourquoi? Parce que c'est un schéma numérique, ça donne lieu à un schéma numérique volume fini qui est connu pour être très diffusif. Plutôt que d'utiliser un axe Friedrich, on va utiliser par exemple quand on fait du Saint-Venant, on va utiliser du HLL ou du HLLC. Et ça, c'est dans le cours de Martin Parisot. Parce que c'est des schémas numériques qui ont un certain nombre de spécificités et donc en particulier et qui diffusent moins. Donc c'est-à-dire que la solution numérique est plus précise. On va utiliser les solveurs de Godunov. Bien que ça coûte cher, on peut les utiliser quand même. Mais ça on évite. Mais quand on fait du DJ justement, on va plutôt préférer utiliser ce type de flux qui sont très simples à implémenter. Pourquoi? Parce que pour monter en ordre dans les méthodes DJ, ça revient à changer l'indice K d'approximation du polynôme là. Donc je monte très facilement en ordre. Si je montre en ordre, et ben du coup je suis plus précis, je diffuse moins. Et dans la suite, moi c'est ce que quand je parlerai de flux numérique, je penserai à du Lax Friedrichs basique. Ok, ensuite, alors regardons de plus près que veut dire UH. Donc UH, donc je rappelle, c'est une fonction ici qui dépend de x et de t, donc ça c'est censé être une approximation ou la projection, si on avait accès à la solution exacte, ce serait la projection de la solution de notre loi de conservation. Donc, ce terme-là appartient à VHK, donc en fait on peut pouvoir réécrire la fonction UH de x et de t comme étant la somme pour i allant de 0 à grand N, donc élément par élément, comme étant une certaine fonction phi i transpose de x, donc ça c'est un vecteur, fois ui de t. Donc le grand ui de t, ce sont ce qu'on appelle les degrés de liberté, c'est ce qui définit la fonction UH, et la fonction phi i, le vecteur phi i, c'est rien d'autre que la base polynomiale. Ici on a donc k plus 1 éléments. Donc les fonctions phi i, j, ce sont donc des éléments des fonctions de base qui valent qui sont non nuls sur la maille II, donc l'indice I là, le superscript, c'est pour l'indice de maille, et le J, on verra, c'est ce qui va définir donc l'élément de la base qu'on a ici. Donc cet élément, la base phi ij est non nul si x appartient à I, et 0 si non. Donc il existe plusieurs bases polynomiales, donc monomiales, Lagrange, du binaire ou le gendre. Donc je vous renvoie vers la référence 7. Donc pareil, hein, c'est le même format, c'est à la fin de mon fichier PDF. Pour voir les différentes bases d'existence. Certaines bases ont des avantages, d'autres sont plus simples à utiliser en pratique, d'autres ont des propriétés mathématiques d'orthogonalité, etc., qui facilitent grandement l'implémentation aussi. Enfin, il y a différentes propriétés qui sont plus ou moins intéressantes en fonction du problème qu'on utilise. Donc moi, par simplicité, je vais utiliser la base monomiale. La base monomiale, c'est quoi? C'est la base 1, x, x2, x3, etc., etc. Donc ces fonctions de base, en fait, je vais donc sur pk donc de ii, donc je vais les définir de telle manière à ce que quand je me ramène aux extrémités, je suis sur l'intervalle -1, 1. Donc en gros, donc la fonction phi ij de x, ça va être égal à phi j b, donc ça c'est le b, c'est 2 bases, il sert à ça, 2 facteurs de x moins xi plus 1 demi, xi plus 1 demi c'est le milieu de ma maille ii, donc c'est le milieu de l'intervalle xi plus 1. Et la fonction phi jb de x, c'est la fonction x à la puissance j.
Et de la même façon, dans la suite, je notais donc le vecteur phi i de x, celui qui me permet de définir la projection de mon problème, de la solution U sur la base VHK, donc UH. Je vais le définir comme étant un phi b de 2 facteurs de x moins xi plus 1 demi sur hi. Donc pourquoi moins 1? Parce que regardez bien, lorsque x est égal à l'extrémité gauche de l'intervalle ii, ça vaut xi, donc xi moins xi plus 1 demi. Et bien une fois que je simplifie, ça me donne en fait moins 1. Donc ça va me donner moins 1. Et lorsque x vaut xi plus 1, donc là je vais me retrouver, en fait ça va me donner 1. Bien alors, donc distinguons. Alors, faites attention, donc dans la suite, donc on a les phi i qu'on va pouvoir exprimer en fonction de phi b. Les phi b c'est vraiment la base monomiale 1 de x puissance j pour j compris entre 0 et k. Donc ce sont des notations qu'on va réutiliser ensuite dans le code. Alors là ça va se corser très légèrement puisque reprenons l'expression de UH. Donc c'est la somme pour y allant de 0 à n de phi transpose fois UI. Reprenons ensuite la formulation faible. Donc de notre équation, c'est celle-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer maintenant UH et VH, et dans tous ces termes-là aussi, par la somme. Mais on va le faire intelligemment dans le sens où on sait que la fonction UH, comme elle est définie élément par élément, on va considérer seulement sa restriction sur l'intervalle II. Et sa restriction sur l'intervalle II, c'est rien d'autre que phi transpose fois UI. Et donc, on va donc remplacer dans cette expression-là, pour tout i compris entre 0 et n, et pour tout, alors vi, ça j'y reviendrai après, on va remplacer donc UH par ça. VH, on va le réécrire exactement de la même façon, vous voyez ce petit VH, sauf qu'on va remplacer le UI par un VI. Et le VI sera, on va le choisir quelconque, c'est une fonction de test. Donc le VH, du coup, il va pouvoir s'écrire comme étant transposé de V fois phi. Donc il va me donner transposé. On va définir UH restreint l'intervalle I comme étant phi transpose fois UI, UI étant les degrés de liberté. On va réécrire VH de la même façon, sauf qu'on va donc écrire VI les degrés de liberté de la fonction VH sous la forme à la place de phi transpose, et le phi transpose on va le mettre à la place de phi. Pourquoi? Parce que lorsque je vais écrire UH fois VH, ça va me faire apparaître naturellement phi fois phi transpose qui est une matrice. Donc ça va me donner une matrice A fois du d sur dt de UI. Et ces termes-là, il va falloir les calculer. Alors pourquoi on réécrit ça sur la forme là? C'est pour pouvoir faire apparaître le terme en temps, et puis la discrétisation ici donnée par DJ. Donc ici on va appliquer ensuite une méthode RK1, donc ELR explicite, on va écrire ça comme étant UN plus 1 moins UIN sur delta t, multiplié par A. Et on va faire attention à bien réécrire les restrictions de UH sur les bons intervalles. Exemple, quand je vais prendre le flux F chapeau de I, donc je rappelle, donc c'est le flux, ici il manque un chapeau, c'est F chapeau. Donc on va avoir F chapeau donc de l'état gauche de l'interface XI, donc XI-, et l'état droit XI+. XI-, je suis sur l'intervalle XI-1 XI, donc je vais considérer la restriction de UH de XI-t, ça va être UH restreint à l'intervalle II-1. Et de la même façon, UH XI+, ça va être UH restreint à II. Et je fais la même chose pour F chapeau I plus 1. Alors ensuite, on part de la donnée initiale U0 de X, ici il y a une typo, et je vais donc projeter sur la base polynomiale. Donc si je fais du P0, je vais obtenir quelque chose qui est constant par morceau. Donc ici les degrés de liberté, les UI, les U indice I, donc ces degrés de liberté ici, dans le cas où je fais du P0, j'en ai qu'un seul. Donc en fait ça va me donner la constante. Quand je fais du P1, sur chacun de ces intervalles-là, celui-ci, 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 et ainsi de suite, degré de liberté, j'en aurai 2. Pour un polynôme P2, j'aurai donc 3 degrés de liberté. Donc si vous voulez, donc là je vais avoir 2 éléments, sur chaque élément je vais avoir 2 degrés de liberté, 4, 6, 8 et ainsi de suite. C'est pour ça que d'un point de vue algorithmique, il faudra veiller donc I, le grand I ici, donc c'est les indices qui vont de 0 à K,
Donc là, ça va me permettre, donc si je fais k égale 0, j'aurai juste un seul indice. Si je fais k égale 1, j'aurai donc deux indices. Et ensuite, je vais bien veiller à incrémenter non pas de plus 1, mais de k plus 1 à chaque fois quand je vais faire ma boucle et que je vais calculer successivement chacune de projection sur chacun de ces sous-intervalles. Donc voilà à quoi ressemble l'algorithme. Et ensuite, on va faire la même chose, la boucle en temps. Donc pour pouvoir définir la boucle en temps, on va faire comme dans le cas d'un schéma numérique volume fini. On va définir le pas de temps delta t à partir d'une CFL, en restriction, sauf qu'on va faire intervenir le facteur 2k plus 1. Quand k égale 0, je me retrouve exactement avec la même CFL que vous avez vu dans le cours de Martin Parisot. Et quand on a k différent de 0, donc on va avoir le facteur 1 sur 2k plus 1. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Connaissant les degrés de liberté de la donnée initiale, je vais calculer le degré de liberté de la solution pour n égale 1. Et donc, comment je vais faire? Je vais calculer du coup un plus 1 en fonction de n plus delta t fois b moins numflux. Numflux, c'est la différence de flux, donc volume fini, et b, c'est le terme de flux. Donc ici, il manque un f, c'est f de UH de tout ça. C'est f de tout ça. Et au niveau des conditions limites, ce que je fais, c'est que je m'embête pas, je dis juste que le premier élément, le tout premier élément, donc ici, en gros je dis que, bon ça c'est dans les tables de projection, ça se voit pas, mais en gros je dis que cet élément-là, ce que je considère comme élément de bord, à gauche, je dis qu'il est égal à celui-ci. Donc ça revient à poser une condition de Neumann homogène. Et je fais la même chose sur l'intervalle de droite. Donc je vais supposer que l'élément à droite, c'est exactement égal à celui-ci. Donc ça va me faire un plat. C'est une approximation, bien entendu. Et ensuite, on va obtenir, donc là je vous montre une petit exemple avec P égale 0. Donc là c'est un schéma numérique volume fini avec le schéma de l'axe Friedrich. On sait que si je prends une CFL plus grande que 1 strictement, la solution numérique est instable. Donc en effet, on obtient quelque chose qui devient instable, qui explose. Si par contre je prends une CFL de 0,95, s'il veut bien se lancer, hop, voilà. Donc là on a de la diffusion numérique. Ah oui, donc là c'est normal. On va enlever celui-ci. Voilà. Donc on voit en fait la détente se propager. Donc en rouge c'est la solution initiale et en jaune là c'est la solution exacte. On voit la solution, la détente qui se propage. Voilà. Maintenant si je fais du P égale 2, donc toujours pareil dans les mêmes conditions, donc je prends une CFL de 0,5 et une CFL de 0,25 cette fois-ci. Alors avec la CFL de 0,5, donc on voit que on suit la détente, mais on a des instabilités qui se forment. Je la relance. Donc la solution numérique n'est pas bonne. On a donc des ondes parasites. Alors on a des ondes parasites, comme dans le cas où je prends une CFL 1,1. En fait, le schéma numérique est instable. Regardez, on va prendre CFL égale 0,25 maintenant. Donc, quand on prend une CFL 0,25, on voit que les stabilités, donc on a des oscillations qui sont créées en fait au niveau de la discontinuité du flux, mais les oscillations restent bornées. Donc là on a un schéma numérique qui est stable au sens L2. Alors pourquoi? Parce que quand je fais quand j'augmente l'ordre d'approximation polynomiale, donc quand j'augmente l'ordre, il faut baisser la CFL. Donc du coup, plus l'ordre de la méthode de l'approximation polynomiale est grand, et plus la CFL est restreinte. Si on veut conserver une CFL classique sous cette forme-là, on n'a pas le choix. Il faut faire une intégration en temps de l'ordre k plus 1. Donc si on fait une intégration en temps de l'ordre k plus 1 en temps et k en espace, alors on peut continuer à utiliser une CFL de ce type-là. Et si on ne le fait pas, le coefficient CFL Kn, donc lui il va falloir le modifier, le diminuer au fur et à mesure que k augmente. C'est une des conditions
un peu contraignante de ce type de schéma. Donc il faut faire du K plus 1 en temps et K en espace pour pouvoir conserver une CFL, une condition de restriction sur le pas de temps qui est relativement raisonnable. Au-delà, on se retrouve avec des pas de temps extrêmement petits. Ok, donc au niveau donc de la stabilité, donc ça c'est ce que j'avais, oui, ce que je viens de vous faire remarquer, c'est que donc là lorsqu'on prend une CFL qui est plus grande que 1, donc ça conduit à des schémas numériques qui sont instables. Euh, donc voilà, donc et donc pour pouvoir conserver la stabilité L2, il faut travailler un petit peu. Et lorsqu'on augmente K, c'est la simulation numérique qu'on a obtenue, on a des oscillations qui sont créées, on n'a plus de principe du maximum. On n'a plus de stabilité au sens L infini, on a la stabilité au sens L2. Donc au niveau de l'inégalité entropie, donc ça vous connaissez. Donc quand on considère les lois de conservation, on sait qu'il existe une infinité de solutions. Pour pouvoir sélectionner l'unique solution physique, il faut rajouter un critère supplémentaire qu'on appelle l'inégalité d'entropie, où U c'est une entropie convexe et F c'est le flux d'entropie. Donc, pour un schéma numérique, c'est toujours bien d'avoir un schéma numérique qui soit entropique, ne serait-ce que pour converger vers la bonne solution physique. Alors, c'est assez difficile à montrer quand on fait des différences finies, des éléments finis et des volumes finis. Et dans le cadre des volumes finis, c'est vrai, surtout quand on a des méthodes numériques qui sont d'ordre élevé. Mais dans le cadre des méthodes DJ, c'est relativement simple, et en plus, c'est indépendant du degré d'approximation. Donc la preuve que je vais esquisser ici, elle est vraie quel que soit K, quel que soit le degré d'approximation. Donc si on considère UH donc une solution semi-discrète de la méthode DJ que j'ai présentée, alors pour tout cas, pour tout I, l'inégalité d'entropie ici est satisfaite. Donc sur chaque cellule, j'ai une inégalité d'entropie. Alors comme entropie convexe, on a choisi U2 sur 2, et on choisit un flux d'entropie consistant, F chapeau OI, qui se définit de la même façon que le flux numérique pour l'équation pour la loi de conservation. Alors, la démonstration est relativement simple, donc ça je vous laisserai les transparents les reprendre et les lire. Elle est relativement simple. Oui, elle est relativement simple, hein, c'est juste quelques lignes de calcul. Et en particulier, ce qu'on peut déduire à partir de l'inégalité d'entropie, c'est que si on somme les inégalités d'entropie, donc ces termes-là vont disparaître 2 à 2. Donc là, je vais travailler du coup, non pas sur un domaine borné, mais je vais travailler entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais prendre comme donnée initiale une fonction à support compact. Quand je somme tout ça, donc ces termes-là, donc ça va former une somme télescopique, ils vont disparaître. Il va nous rester en fait uniquement ce terme-là, et à partir de ça, on peut en déduire assez facilement l'inégalité de la stabilité L2. Ok. Donc le deuxième point, c'est les limiteurs. Alors à quoi servent les limiteurs? C'est exactement comme dans les volumes finis. Donc, quand on fait des volumes finis d'ordre 1, donc on a un chemin numérique qui est globalement diffusif. Donc on a une stabilité L infinie, on respecte et on préserve le principe du max. Lorsqu'on monte en ordre et qu'on construit un schéma numérique volume fini d'ordre 2, on va donc introduire des oscillations. Surtout au niveau des discontinuités, ou là où il y a des forts gradients dans la solution, ces oscillations vont violer le principe du max et on perd la stabilité à l'infini, on se retrouve avec de la stabilité globalement L2. Pour pouvoir corriger ça, on va ajouter en fait des limiteurs de pente ou des limiteurs de flux, ce qui est quasiment la même chose. Et donc là, j'en parlerai pas plus, je vous renvoie vers les références 3, 4, 5 et 6 qui sont relativement bien connues dans ce domaine-là. Et donc l'idée, c'est de dire que je vais donc calculer une solution pré-process, enfin celle qui va osciller, comme je viens de faire. Et mon objectif, ça va être de construire une fonction UH, n, à partir de celle que je viens de calculer, qui conserve la moyenne sur chaque cellule. Et lorsque la fonction U est régulière, eh ben on va demander à ce que cette fonction UH que je veux calculer, celle qui sera limitée, soit exactement égale à celle que j'aurais calculée. C'est le principe de limiteur qui est appliqué dans de nombreux travaux de recherche, donc notamment les références 3, 4, 5 et 6 que je vous invite à lire.
Enfin, pour terminer, donc là je vous ai montré comment on pouvait construire un schéma numérique DJ quel que soit K à partir d'une intégration en temps de type RK1. Donc ça se généralise très facilement à des méthodes d'ordre P en temps. Je vous ai montré rapidement aussi que l'inégalité d'entropie que je vous laisserai faire en exercice, elle est satisfaite automatiquement sur chaque cellule, sur chaque maille II, et qu'à partir de ça, on pouvait en déduire de la stabilité L2. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sous condition bien sûr que le pas de temps delta t est choisi assez petit. Et dans la suite, ce que nous allons faire, c'est appliquer la méthode DJ sur un problème elliptique. Je me limiterai au cas elliptique et je vous demanderai finalement de faire une loi de conservation comme celle-ci, dans laquelle on va rajouter une diffusion variable. Une diffusion variable qu'on va traiter dans le prochain cours. Donc au niveau des références principales, donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à la thèse de Camille Poussel, qui n'est toujours pas référencée, hein, que j'aurais mis donc dans le dossier dans lequel vous trouverez tous les documents nécessaires à la réalisation des exercices et des travaux pratiques. Et en particulier, donc si vous voulez donc des références, donc vous avez les travaux de Cockburn et de Chou qui sont vraiment super. Et au niveau donc des limiteurs de pente, vous avez les travaux de Dutt et de Crivo de Nova à ce sujet-là et bien d'autres encore. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, je vais vous présenter très rapidement donc le code MATLAB que je vais vous fournir, que je vais vous demander de traduire en Python et de pouvoir faire tourner. Alors, vous avez un premier fichier maître qui est donc DJ Conservation Laws. Ensuite, vous avez différentes fonctions qui seront nécessaires à faire tourner le programme principal. Donc, ce programme principal va nous permettre de résoudre la loi de conservation, l'équation de Burgers sur un intervalle AB, avec des conditions limites où on a imposé du Neumann sur les extrémités. Pour définir l'équation de Burgers, on a besoin d'une fonction f. On a besoin de sa dérivée pour le calcul du pas de temps delta t. Pour pouvoir définir la base polynomiale, on va avoir besoin de la fonction phi et de sa dérivée, phi'. Pour pouvoir faire du calcul intégral, donc là ici je ne me suis pas embêté avec des méthodes de type Gauss, donc on aura besoin d'intégration numérique, donc je vais utiliser la méthode de Simpson. Ensuite, on aura donc une fonction qui va s'appeler delta t qui va me permettre de calculer delta t. Projection, c'est celle qui va me permettre de projeter ma donnée initiale et de calculer les degrés de liberté de ma fonction UH. U exact, ce sera la solution exacte de mon problème. UHI, ça va être la restriction de UH restreint à l'élément II. Et UH, ça va être la reconstruction globale que je vais utiliser notamment pour tracer, dessiner. Et on aura bien sûr une fonction flux qui sera donc mes flux numériques. Donc, le programme DJ Conservation Laws si mon MATLAB veut bien démarrer. Voilà. Donc j'ai essayé de commenter au maximum les instructions qui sont utilisées. Donc en principe avec alors toute la structure là qu'on a là, le writer, donc ça je vous demanderai pas de me le convertir en Python, c'est pas nécessaire sauf si ça vous prend l'envie. Cette partie là c'est celle qui va me permettre de générer des vidéos, donc en particulier c'est les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Et surtout, moi, ce que je vais vous demander, en fait, c'est de reprendre donc les transparents donc, de la présentation, le papier de chou éventuellement si vous en avez besoin, et de reprendre donc toutes ces lignes de code, les comprendre, les réécrire sur papier et ensuite les transformer et fabriquer votre code Python. Donc, on a l'étape de projection, c'est l'initialisation. Je pars d'une donnée initiale qui est donc U0,
ça m'a donné une ICA, c'est ma fonction indicatrice là, celle qui me permet de générer un choc ou une discontinue, un choc ou une onde de détente. U égale projection, donc le vecteur U, ça va être donc mon U0, celui qui va contenir mes degrés de liberté. Et ensuite, ici, à partir des degrés de liberté de U0, je vais reconstruire donc la fonction UH sur une subdivision que j'appelle XX2, qui est une subdivision qui est fine, qui est fixe, différente de XX, où XX, elle va être définie en fonction de H, où H est le pas de la subdivision. Le paramètre ici M, c'est le nombre d'éléments que j'utilise pour la quadrature de Simpson. N égale 30, c'est le nombre d'éléments. Plus le nombre d'éléments sera grand, et plus la solution approchée sera bonne, bien entendu. Donc là, je projette. Donc ça me donne mon U0. À partir de U0, je vais pouvoir calculer mon premier pas de temps delta T, et ensuite je vais pouvoir calculer mon U1 à partir de U0, en utilisant le schéma numérique que je vous ai présenté. Et donc tout ça, c'est contenu dans le fichier qui s'appelle DJ. Et donc en principe, quand je lance mon programme, voilà, donc ça me calcule ma solution. Vous avez l'onde de détente. Donc là, je fais du P0. Voilà, donc ce que je vous demanderai de faire pour ce premier TP. Bon courage à vous, donc je me tiendrai à votre disposition par mail et pendant les séances en question par visio si vous avez la moindre question, hésitation par rapport au support de cours ou par rapport au programme que je vais vous donner.